MPCM, après avoir évoqué le journalisme et la constituante, reçoit aujourd'hui maître Alain Cotagnou qui va s'exprimer et évoquer l'institution judiciaire. J'ai invité un avocat parce que l'avocat c'est le paravent par rapport aux magistrats pour les justiciables. C'est en quelque sorte ce que je dis souvent en privé, le bouclier des juges. Et avec son expérience de plus de 30 ans dans la magistrature, maître Alain Cotagnou est tout à fait à même de répondre aux questions. Je rappelle que les invités, à l'exception de la dernière question, n'ont pas connaissance de ces questions et connaissent simplement le thème central qui est aujourd'hui, à l'exception d'une petite surprise en fin de vidéo, celui de l'institution judiciaire. Je profite de ce petit moment pour vous dire que vous pouvez soutenir l'index en allant sur le site indeux.ch, index.ch et cliquer sur soit pour devenir abonné, soit pour convenir d'un don en faveur de l'index. La première question que j'ai envie de poser maintenant à Alain Cotagnou, c'est celle de la célérité de la justice. Est-il correct de dire que c'est en quelque sorte le cancer et la maladie dont souffre le système institutionnel? Et si la réponse est positive, ce que paraissent admettre la plupart des avocats et la plupart des magistrats dans ce canton, quelles sont les causes? Alors c'est vrai que la célérité de la justice est un grave problème, je dirais surtout en Valais, parce que si on regarde, comme j'ai la chance de plaider dans d'autres cantons, je me suis rendu compte que dans d'autres cantons c'était beaucoup plus rapide qu'ici en Valais, surtout que cette célérité, je dirais cette manque de célérité de la justice est choquant pour les justiciables, parce qu'il faut toujours se mettre à la place d'un justiciable qui attend un jugement, un montant auquel il doit, et puis il doit attendre des années pour qu'un jugement soit prononcé, et des fois ça arrive qu'à la fin de cette procédure, à la fin de sa procédure, la partie adverse qui doit un montant important tombe en faillite et ne reçoit rien. Et c'est un grave problème, d'autant plus que nous les avocats, nous sommes soumis à des règles très strictes au niveau de la célérité. Je vous rappelle, c'est pas Maître Rian à qui je dois le dire, on a des délais des fois de 10 jours et de 30 jours pour faire des recours qui sont importants, puis c'est pas les seules affaires qu'on a. Et ça, on n'a pas le choix, on doit travailler énormément et je ne comprends pas pourquoi ici, on va aller surtout quand un dossier passe au tribunal cantonal, on attend autant de temps. Alors pour le Grand Conseil dit que c'est un manque de personnel. Moi, je n'y crois pas, ce n'est pas un manque de personnel, c'est plutôt un manque de surveillance. Et là, le Conseil de la magistrature devrait faire un travail important pour vérifier exactement pour quelles raisons, parce qu'il y a bien des causes, pour quelles raisons il y a des dossiers qui prennent autant de temps. J'aimerais interrompre pour ne pas aller trop vite. Par exemple, si vous avez un entrepreneur qui vient à votre étude parce qu'on doit recouvrer une créance et qu'il vous demande dans combien de temps saurais-je quel montant je vais recevoir. Quelle est votre réponse personnelle en qualité d'avocat? Moi, je lui dis 4-5 ans. Alors, pour le rassurer, si la partie adverse est solvable, je lui dis bah, soyez content parce que vous avez un placement à 5%. Puis actuellement, vous savez, un placement à 5%, vous ne trouverez pas vu que c'est des intérêts légaux. Mais je lui dis, je suis honnête avec lui, je lui dis avant 4-5 ans, vous n'aurez pas le montant de cette créance. Et puis les parties adverses, justement, j'ai un cas similaire, comme ça, où les parties adverses profitent de l'occasion pour dire ah, je vous dois tant d'argent, mais je vous paye tout de suite la moitié. Là, vous prenez en compte la première instance, l'instruction et également le tribunal cantonal en appel. D'accord. Et puis alors maintenant, pour revenir à la question de base, quelles sont les causes de cette... selon vous, selon votre appréciation, votre expérience, quelles sont les causes de ce cas que tout le monde estime vraiment dramatique dans certains cas? Un manque de surveillance. Oui, mais le manque de surveillance, c'est pas parce qu'il y aurait une meilleure surveillance que ça irait plus vite. Oui, parce qu'on doit faire, plusieurs avocats l'ont demandé, hein, on doit faire une étude de savoir pourquoi il y a ce retard. Il ne suffit pas de dire il manque des juges. Oui, mais selon votre expérience, alors quels sont le pourquoi? Le pourquoi, parce que les juges, on voit par exemple au ministère public, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas sanctionnés. C'est tout. Ils savent qu'ils ne sont pas du tout sanctionnés, ils peuvent laisser des dossiers traîner, ils ne seront jamais sanctionnés. D'accord. Maintenant, il y a un autre aspect qui revient très souvent, c'est celui des liens qui pourraient exister, parfois, souvent, de rares fois, entre le politique et le judiciaire. C'est ce principe de la séparation des pouvoirs, en quelque sorte, qui est inscrit depuis Montesquieu dans les démocraties occidentales. Selon votre expérience,
sur ces 30 dernières années, disons, quel est ce lien entre le politique et le judiciaire? Moi, donc, je suis content que vous me posiez cette question, parce que j'ai écrit 2 livres là-dessus, hein, Une société en faillite en 2007, et puis il y a quelques années, Au nom de la vérité. Et moi, je suis, comme vous, je pense, un des rares qui ose dire que la justice n'est pas indépendante, elle est au service d'un parti politique. Et je prends un exemple récent, qui a passé à temps présent, jeudi passé, il y a une dizaine de jours, sur l'autoroute A9, sur le fameux tunnel du Riedberg. Rendez-vous compte que des employés de l'État qui travaillaient pour l'État du Valais ont fait des fausses factures pour plus de 30 millions de francs. Et comme c'était un consortium avec des ingénieurs, c'est des travaux qui n'étaient pas... Donc ça c'est prouvé, il y a une commission du Grand Conseil qui a fait un excellent rapport là-dessus. Pour 30 millions de travaux qui n'ont pas été effectués, des employés de l'État ont fait des fausses factures pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Puis cet argent-là, la Confédération les a payés. Puis comme c'est un consortium, cet argent elle a été versé sur un compte d'un consortium. Et comme on le sait, un consortium, c'est seulement à la fin qu'on le liquide et que les protagonistes prennent l'argent. Et le tribunal cantonal les a tous acquittés. Non, mais c'était présidé par Eve-Marie Schmitt, PDC, évidemment, c'était tous les PDC. Et il faut savoir aussi que l'État du Valais a dû rembourser 300 000 francs d'intérêt à la Confédération, parce que la Confédération avait payé pendant plusieurs années des montants utiles. Et ces 300 000 francs, c'est même pas les employés qui ont dû le payer, c'est vous et moi. Est-ce que selon votre expérience, c'est une généralité ou c'est un cas particulier? Non, c'est une généralité. C'est une généralité, comme je l'ai dit aussi dans un autre livre que vous avez écrit, qu'en Valais, il y a les coupables innocents et les innocents coupables. C'est-à-dire que si vous êtes PDC, on a vu plusieurs avocats qui avaient commis des infractions, qui étaient PDC, et puis qui n'ont pas été poursuivis. Mais si vous êtes radical UDC, ben vous êtes sûr d'être condamné, même si vous n'avez rien fait. Et je le dis et le répète, j'étais un des rares à le dire haut et fort en Valais. Peut-être maintenant ça va changer un peu, parce que le PDC a perdu la majorité au Conseil d'État, il n'a plus le monopole. Hein. Et c'est pas la seule affaire, la justice était politique en Valais. C'est pas pour rien que le PDC a maintenu pendant 150 ans le pouvoir. On fait des distinctions entre la justice administrative, la justice civile et la justice pénale. Je vais juste me concentrer maintenant sur la justice pénale, qui est à quelques mètres d'où nous enregistrons cet entretien. Pour parler, disons, crûment, est-ce que le ministère public, ça marche ou ça marche pas? Alors, il faut faire la différence entre le ministère public régional, qui marche, et l'office, je dirais, le ministère public cantonal du Puy. Et j'aimerais juste donner, pour comprendre pourquoi on a une justice... Peut-être juste expliquer, faire une petite... Oui. Non, mais c'est important. Expliquer aux gens la différence qu'il peut y avoir entre l'office régional et l'office central. L'office central, c'est que toutes les affaires importantes, par exemple, toute escroquerie au-dessus de 500 000 francs, passent automatiquement, ou quand il y a un avocat, une personnalité, quand il y a un avocat, automatiquement ça passe à l'office central. Et je vous donne un exemple pourquoi c'était, il faut le savoir, hein, pourquoi c'est une justice politique et pourquoi Dubuis, ça peut-être vous ne le savez pas, pourquoi Dubuis a été nommé procureur général. Il y avait 2 candidats à l'époque, après le départ de Joe Pitt, il y avait 2 candidats, c'était Elzig, qui était PDC, je précise, et puis Dubuis. C'est la section de Sion qui devait choisir le procureur, et puis Elzig, évidemment, qui est, à mon avis, un procureur indépendant et compétent, ce que tout le monde admet, il a fait, si j'avais, je crois, 16 députés, il a fait 13-14 voix, puis Dubuis n'en a fait que 2. Donc la section de Sion, normalement, ça aurait dû être Elzig qui avait présenté au Grand Conseil, je dirais, le procureur. Et après, à la commission de justice, tous ceux des Sédunois qui avaient voté, vous entendez, pour Elzig, ont retourné leur veste, se sont abstenus et ont tous voté pour Dubuis. Mais pourquoi? Ben ça c'est moi, ça j'en cache que moi, j'avoue. Parce que c'est comme j'appelle des avocats tireurs de ficelle, sont dit Elzig, il faut surtout pas le nommer, parce qu'il est trop indépendant, il n'est pas proche du système même s'il est PDC, tandis que Dubuis, ben on l'a vu, hein, c'est un procureur qui est proche du système, et c'est pour ça qu'il a été élu. Et celui qui présidait, ça j'ai écrit dans mon livre, hein, le président de la commission de justice, il a dit à Canal 9, on a dit mais pourquoi vous n'avez pas présenté 2 candidats? Il dit à Canal 9, il dit ah vous comprenez, je ne voulais pas politiser. Puis le même président de la commission de justice, lorsqu'il y a eu 2 procureurs au Valaisan, il en a présenté 2. Puis il dit pourquoi vous n'avez présenté pas ceux? Oh, on ne voulait pas politiser la justice. Donc à l'époque ils étaient majoritaires, ils faisaient comme ils voulaient. Mais maintenant ce serait plus possible. Alors si j'ai bien compris votre réponse,
l'office central, ça ne marche pas, l'office régional, ça marche. Alors pourquoi d'un côté ça marche et pourquoi de l'autre côté ça ne marche pas? Parce que c'était politisé. Tandis que l'office régional, pas du tout. C'est tout. Puis ils n'ont pas des grosses affaires non plus, soyons aussi honnêtes. Hein. À part, c'est pas des grosses affaires. Il y a des meurtres quand même qu'ils peuvent traiter, mais heureusement, c'est pas fréquent ici. Ils ont pas, c'est pas les affaires les plus importantes. C'est quand même à l'office central qui sont gérées. Il y a quelque chose qui choque très souvent les gens. Et puisque vous avez une expérience sur les autres cantons, votre appréciation sera intéressante au niveau du coût de la justice. Est-ce qu'en Valais, le coût de la justice est excessif? Je dirais exorbitante par rapport aux autres cantons. Exorbitante. Par contre, les avocats sont beaucoup plus chers dans les autres cantons que nous. Ici, on a encore des avocats, donc quand on reçoit les dépenses, ils sont relativement minimes. Par contre, dans les autres cantons, ils sont très chers. Juste pour que les gens s'aperçoivent ce dont on parle, si, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous avez un entrepreneur qui vient, qui doit rembourser, qui doit essayer d'obtenir une créance de 100 000 francs, il va vous dire combien ça coûte, qu'est-ce que vous lui répondez pratiquement. On a un tarif, on a un tarif sur les frais de justice, on a une loi, puis je leur explique le montant tel et tel, voilà combien ça va lui coûter. Et que les gens se rendent compte, donc ça sera 15 à 20 000 francs d'avance pour 100 000 francs, plus les frais d'avocat, etc. Et on arrive à un coût de l'ordre de 40%. Exactement, j'ai un cas maintenant actuellement où ma cliente doit prendre une décision lundi, je lui dis voilà, le procès ça va coûter 40 000 francs. D'avance, et puis je ne suis pas sûr de gagner, donc elle hésite. Si un avocat est honnête, il dit à son client, il a l'obligation de le dire. Vous voyez, il a l'obligation de le dire. Tandis que dans d'autres cantons, la justice est beaucoup plus rapide, et puis deuxièmement, elle est meilleur marché, sauf pour les dépens où les avocats ont un avantage à travailler dans d'autres cantons, parce qu'on est plus... c'est clair, les coûts sont aussi plus chers. À Lausanne, il faut faire la part des choses. À Lausanne, un bureau coûte plus cher qu'à la gare. Pour traduire ce que vous dites, les dépenses octroyés aux avocats sont plus importants dans les cantons de Vaud, Genève, Berne, exactement. Ils ont des coûts de la vie qu'ont les avocats que nous n'avons pas. Ensuite, alors, c'est la question de la formation et de la compétence des magistrats. Après 30 ans et plus de 30 ans de pratique, quelle est votre appréciation sur ce que devrait être une bonne formation d'un magistrat et quelles sont les compétences que devraient avoir ces hommes et ces femmes? Alors tout d'abord, ils devraient suivre une école, comme c'est en France, l'école de la magistrature. Donc là pour être clair, vous êtes pour l'institution? Bien sûr, de l'école. Il y a des cours à Genève, moi je viens de Neuchâtel, qui existe, mais c'est quand même pas une école de la magistrature. Ou à Genève, ils ont trouvé la solution, ce qui est la bonne solution. C'est pour être juge, il faut être 3 ans avocat. Vous devez avoir pratiqué pendant 3 ans la profession d'avocat. Et ça, je trouve, c'est excellent. Ça devrait être obligatoire. Or, par exemple, en Valais, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des greffiers, ils les formatent, et puis ils sont alors, peut-être expliquer aux gens pour quelles raisons vous dites ils devraient pratiquer pendant 3 ans l'avocatie. Parce qu'être avocat, on se rend compte que c'est la justice. Et ce n'est pas la même chose qu'un juge qui toute sa vie, à part son stage, parce qu'il faut être avocat, qui a fait son stage d'avocat, a passé son temps dans une bibliothèque. D'accord. Alors, il y a une grande question naturellement qui a agité ces dernières années et encore aujourd'hui, c'est l'institution qui a été finalement décidée du Conseil de la magistrature. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, sachant que les Vaudois, par exemple, viennent de créer un, et nous, en Valais, on a décidé de le faire. Est-ce que cette création-là, ça a été utile? Est-ce que ça sera utile? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je trouve que c'est une excellente chose, même si les compétences, je dis, pour résumer, c'est un conseil de la magistrature de l'Ancien Régime, qui a été nommé par l'Ancien Régime. Actuellement, avec la nouvelle composition du Conseil d'État, avec Renard et d'autres personnes, on n'aurait sûrement pas ce même conseil de la magistrature. Par contre, c'est une excellente chose, parce que je vous l'ai dit, c'est une commission de justice bis. Mais moi, l'avantage qu'on a dans ce conseil de la magistrature, c'est qu'on a des magistrats qui font partie. Or, dans la commission de justice, vous et moi, je crois qu'on est ceux qui ont le plus fréquenté la commission de justice, c'est des gens, je le dis, tellement incompétents. Ils ne connaissent rien du tout, puis ils jugent. Moi, j'étais plusieurs fois devant eux dénoncer des juges, mais vous avez l'impression de parler à des murs. Ils ne connaissent rien du tout, puis ils vous jugent. Or, dans le Conseil de la magistrature, malheureusement, ils n'ont pas les compétences qu'ils devraient avoir, parce que c'est une commission, mais au moins on a des magistrats qui connaissent le milieu, ce qui n'était pas le cas de la commission de justice. Et on a vu les dernières nominations qu'il y a eu pour le tribunal cantonal. Je crois que personne conteste, à part le juge Dubuis, les trois juges qui ont été nommés sont des juges très compétents. Et je suis persuadé, si on n'avait pas eu le Conseil de la magistrature qui les avait proposés, on n'aurait pas eu ces juges que personne conteste la qualité.
le Conseil de la magistrature, enfin tel que je le vois, mais qui n'est pas... doit résulter d'une composition, on va dire, représentative des citoyens. Est-ce qu'elle n'est pas justement trop professionnelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des regards de citoyens pour voir comment ça fonctionne réellement? Parce que quels sont les citoyens qui savent le fonctionnement? C'est ceux qui sont justiciables. Les autres pensent à un fonctionnement dans leur esprit qui n'est peut-être pas celui effectivement dans le concret. Si on avait mis des justiciables, on serait tombé dans les travers de la commission de justice. Par contre, moi, ce que je trouve et ce qui manque, c'est une personne, par exemple, à l'extérieur du canton, qui aurait dû faire partie président, un ancien magistrat qui avait l'indépendance nécessaire, je dirais, pour pouvoir juger. Parce que qui fait partie actuellement du Conseil de la magistrature, à part les magistrats auxquels on n'a rien à reprocher, on a un représentant de la profession des avocats, vous avez une personne députée PDC qui la préside, qui est politique, exactement. Or, si on avait mis des gens indépendants, mais ça c'est l'ancien régime qui ne voulait pas, si on avait mis des gens totalement indépendants, un ancien magistrat, un ancien conseiller fédéral ou un ancien professeur d'université qu'on aurait bien payé, et qui aurait présidé ça avec des compétences, je suis sûr que ça aurait été efficace. Mais je dis c'est déjà un plus par rapport à ce qui était avant avec la commission de justice, qui était totalement inutile et je ne sais pas pourquoi elle existe encore. Alors il y a un problème qui est récurrent. Je ne sais pas quelle est votre pratique là-dessus. On a essayé de changer. C'est un des débats qui est encore en cours au niveau de la constituante. C'est celui du fonctionnement des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, avec l'éventualité d'un tribunal de la famille, etc. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est votre regard sur le passé de cette institution et puis sur son futur. Ouais, les APA sont une catastrophe. Et heureusement j'espère que... Alors pourquoi? Parce que des gens... Je suis bien placé pour en parler. Je vais prendre deux exemples. D'abord, j'ai présidé pendant de nombreuses années la chambre pupillation qui est la PE actuellement. Elle n'avait pas les mêmes compétences, mais on en avait quand même beaucoup. Donc je parle en connaissance de cause. À l'époque, j'étais avocat moi-même. On avait un tuteur. Peut-être pour vous interrompre, pour que ça soit clair pour tout le monde, les anciennes chambres pupillaires ont été suppléées par les autorités de protection de l'enfance. Elles ont été transformées. C'est pour ça que vous faites le lien étroit. Exactement. C'est exactement la même chose. On avait pratiquement les mêmes compétences, à part pour le droit de la famille, pour les droits de visite pour les enfants qu'on n'avait pas. Mais on avait exactement les mêmes compétences. On pouvait enlever une autorité parentale à des enfants, exactement. Donc on avait les mêmes compétences. Donc je pense bien connaître la matière. Les APA en Valais sont une catastrophe. Pourquoi? C'est des gens, vous mettez des juges de commune, des juges de commune, des sociologues. Et je vous prends un exemple. J'étais dernièrement à Genève, au tribunal de la famille à Genève, était composé d'un juge professionnel, d'un psychiatre et d'un assistant social. Vous voyez la compétence de ces gens. C'est remarquable d'aller là, de plaider ou de s'occuper de personnes. C'était pour une jeune fille qui avait un accident, que je m'occupais. Vous allez en Valais à Sion, par exemple, vous avez des gens totalement incompétents, qui connaissent rien, qui ne connaissent rien du tout. Et c'est dramatique. Et j'espère que la constituante va être acceptée par le peuple seulement pour le tribunal de la famille. D'accord. Et votre conception du tribunal de la famille par rapport à ces carences passées, alors ça serait quoi? C'est comme à Genève. C'est-à-dire, vous avez des professionnels qui sont là, comme c'est le cas à Genève, de nouveau, où vous avez un juge professionnel, un psychiatre et un assistant social. Et je vous promets que dans ces cas-là, ils prennent des décisions qui sont dans l'intérêt du pupille ou de l'adulte. Or, en Valais, ce n'est pas le cas. D'abord, tout le monde se connaît, et c'est des gens totalement incompétents. Donc, les critiques qui émanent très souvent, auxquelles on a été confrontés, auxquelles tous les avocats, à mon avis, sont confrontés de la part des parents ou de la mère, d'un père, des fois des deux ensemble, des fois des enfants, elles sont largement justifiées. Tout à fait. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple, donc je ne veux pas un secret de professionnel, c'est ma mère. Je prends l'exemple de ma propre mère, qui avait des problèmes, évidemment, elle est âgée, on entend des problèmes psychiquement. Elle habitait, maintenant elle n'habite plus là, à l'avenue de la Gare, exactement, au-dessus de chez moi. Moi, je la voyais, je dirais, perdre sa capacité de discernement, qui partait petit à petit, elle n'arrivait plus à marcher. Comme fils, évidemment, qu'est-ce que je fais, avocat? J'écris à la PEA. J'ai dit, voilà, venez prendre une mesure d'aide. Vous savez qu'ils me l'ont refusé. Est-ce qu'ils ont considéré que ça devait être inscrit dans le champ familial? Alors non, oui, j'ai dit c'est une affaire de famille, mais moi je peux pas, on ne pouvait pas, avec mon frère, pourtant j'ai un frère qui est médecin, exactement à Berne, on ne pouvait pas l'obliger à ce qu'une personne vienne la soigner. Et actuellement, évidemment, ce qui lui est arrivé, elle est tombée, puis elle est tombée à Comté où elle était, puis elle est au
aux soins intensifs, je dirais, à Martigny. Non, mais c'est inadmissible. Donc le remède que vous voyez, c'est naturellement une amélioration des compétences. Tout à fait, parce que c'est des gens incompétents. C'est des gens totalement incompétents, qui ne connaissent rien. Maintenant, une autre question qui n'a pas du tout été abordée dans la constituante, qui est peut-être pour certains périmée, et qui n'effleure plus personne, mais qui peut-être me tient à cœur personnellement. Quelle est votre appréciation de la nécessité, bonne ou mauvaise, de l'établissement d'un jury dans les causes pénales? Moi, pour le pénaliste que vous êtes, évidemment, ce serait une excellente chose, hein. Moi, je ne suis pas opposé à un jury, mais le problème du Valais, c'est que tout le monde se connaît. Donc, il faudrait trouver des jurys indépendants, ce qui est pratiquement impossible. Mais ça va, comme à Genève, hein, comme en France, dans les causes pénales. Moi, je suis pour la justice, comme c'est aux États-Unis, exactement. Ce n'est pas le juge qui juge, hein, c'est les jurés qui jugent. Et puis, il y a l'égalité des armes. Mais c'est un autre système qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas importer, je dirais, qu'on ne peut pas importer ici. Je dirais, si on n'était pas en Valais, je dirais ce serait une bonne chose. Parce qu'on sait très bien qu'en Valais, comme disait un célèbre avocat, les acquittements, ça n'existe que dans les films. Il y a une institution qui est très connue de la part des avocats, peut-être un peu moins des justiciables, peut-être de certains jeunes qui n'ont pas les moyens, c'est l'avocat d'office. Quelle est votre appréciation sur le fonctionnement des avocats d'office ici, c'est-à-dire des avocats qui sont désignés par le système institutionnel et surtout dans les causes pénales, mais pas seulement? J'avoue, j'ai de la peine à répondre à cette question parce que je n'ai jamais été nommé comme avocat d'office. Hein. Oui, mais alors j'ai une autre question. Si vous n'avez jamais été nommé comme avocat d'office, est-ce que ce n'est pas déjà ça une carence? Parce que j'ai envie de dire, moi, que alors ça devrait être par tirage au sort. Non, mais c'est juste que vous dites, je vais plus loin dans ma question, pourquoi soit vous, soit moi, on n'a jamais été nommé comme avocat d'office? Parce qu'ils préfèrent nommer des stagiaires ou des avocats qui viennent de débuter, qui vont pas les embêter, que des avocats comme vous, exactement, qui ont l'expérience et puis qui vont défendre leurs clients. Donc ça, c'est aussi un confort de la magistrature. Pourquoi vous et moi, on n'a jamais été nommés comme avocat d'office? Et ça, c'est choquant, parce que le justiciable a aussi le droit, je dirais, aussi le droit d'être défendu par des gens qui ont de la bouteille, comme on dit. Dans ce cadre-là, et pour dévier un tout petit peu, qui dit avocat d'office dit souvent assistant judiciaire, avant ou après. Hein. Est-ce que ça fonctionne, l'assistant judiciaire? Je dirais très rare. Parce que l'État, évidemment, par rapport à de nouveau d'autres cantons, où ils accordent facilement à l'assistance judiciaire, hein, sans regarder, ici, ils sont très stricts sur parce qu'il faut des conditions, comme vous le savez, hein, on n'a pas les moyens, puis évidemment, avoir la chance de gagner le procès. Ça, c'est deux conditions. Tandis que dans d'autres cantons, les chances de gagner le procès sont assez larges, parce que le juge ne veut pas préjuger, tandis qu'ici, d'emblée, on vous dira, vous n'avez aucune chance de gagner le procès, donc on ne vous l'accorde pas. Quelle est votre appréciation sur les liens et le rôle de la presse face à la justice, de la justice face à la presse? Comme c'est toujours la même chose. Hein. C'est en Suisse romande, hein, partout. Hein. La presse la plus critique, c'est en Suisse allemande, hein, parce qu'ils sont indépendants, ils ont des moyens financiers importants. On en parlera tout à l'heure. C'est la seule. Tous les articles, dans les livres que j'ai écrits, tous les articles que j'ai cités, c'est de la presse suisse allemande, hein, qui est très critique. En Suisse romande, malheureusement, on n'a pas de presse critique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un monopole. Donc, évidemment, ce que je peux dans un sens comprendre, si quelqu'un commence à devenir critique avec le système, l'autre lui dira on supprime la publicité, mais ça, monopole. Cette critique, ça joue dans le champ judiciaire? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas critiquer. D'abord, il y a aussi, moi je me souviens d'avoir dénoncé une fois un journaliste, hein, évidemment, il y a un accord tacite souvent entre le journaliste et le juge. Le juge dit j'aurais peut-être besoin du journaliste, puis le journaliste dit si un jour je passe devant un juge, il sera peut-être gentil avec moi. Donc il y a aussi un accord, je dirais, entre le troisième et le quatrième pouvoir, où ils collaborent ensemble, ce qui n'est pas très sain, je dirais, mais surtout en Suisse romande. Par contre, en Suisse allemande, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont très critiques avec le pouvoir judiciaire. Est-ce que la presse est plutôt dans le champ de l'agence de communication en Suisse romande et de la critique en Suisse allemande? Exactement. D'accord. Maintenant, un autre sujet. On a vu la dernière votation, là, qui avait été faite, on avait voté il y a une année, hein,
sur les élections de juges fédéraux au tirage au sort. Hein. Les seules critiques qu'il y avait, c'était en Suisse allemande, et puis ici la presse romande était contre cette initiative. Il y a eu, on a senti ces dernières années, l'arrivée, importante ou non, vous nous le direz, des femmes dans la magistrature. Quel est votre regard à ce sujet? Je dirais, c'est une profession comme les professions d'avocates qui se féminisent, comme c'était le cas des pharmaciennes, comme c'était le cas, je dirais, de la médecine aussi. Hein, il faut y vivre avec. Hein. Maintenant, c'est une profession qui, soit chez nous, les avocats, on a beaucoup d'avocates, pratiquement tous les jeunes, c'est pratiquement les 2/3 qui se lancent là-dedans, c'est des avocates. Et puis dans la magistrature aussi. Pourquoi? Pour une magistrate, il y en a beaucoup des greffières qui travaillent à 50% parce qu'ils ont évidemment les enfants quand ils sont petits, exactement. C'est comme pharmacienne, exactement. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a moins d'hommes. Parce que c'est une profession qui n'est pas facile. Hein. L'évolution, moi je ne serai plus là, évidemment, pour savoir comment ça va, parce que c'est tout récent cette évolution, ça dit quelques années. Mais on a au ministère public, dans les tribunaux... il y a 60% de femmes, hein, dans mais 60% de femmes, mais je pense qu'une partie ne sont pas à plein temps. D'accord. Voilà, c'est pour donc ça. Un des arguments que vous dites, c'est la facilité de la profession dans l'organisation par rapport à la famille, exactement. D'accord. Maintenant, quel est votre regard, l'évolution? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est votre regard sur l'évolution de la liberté d'expression de l'avocat dans ses plaidoiries et dans ses écritures, il y a, disons, 1980 et aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Bien sûr, moi je suis nostalgique des temps des grands avocats qu'on avait quand j'avais commencé. Bon, j'étais greffier à l'époque au tribunal cantonal, mais moi quand j'ai commencé, on est nostalgique de ces grands avocats qui existaient et qui avaient, je dirais, qui étaient, moi je me souviens, tonitruants, mais qui avaient un respect de l'autre avocat. Tandis que maintenant, on a plus des avocats qui sont, je dirais, courtisans, mais qui ont encore respect des confrères. C'est une évolution qui est, je dirais, un peu triste. Tandis qu'avant, on avait des grands avocats qui, dans les plaidoiries, je dirais, osaient dire ce qu'ils avaient envie de dire aux juges, et même aux confrères, mais après, dès qu'ils sortaient du prétoire, tout était oublié. Actuellement, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un effet de dégradation ou d'amélioration? De dégradation. Parce que l'avocat ne défend plus comme auparavant ses clients. En plus de ça, il y a la concurrence, donc il faut aussi être honnête. À notre époque, quand on a commencé, comme j'ai commencé en 82, il y avait un code de procédure valaisan. Un Genevois ne pouvait pas venir ici, moi je ne pouvais pas aller à Lausanne. Or, depuis 2011, moi j'ai constaté, depuis qu'il y a le nouveau code de procédure civile, il y a énormément de Vaudois et de Genevois, parce qu'ils sont tous des Valaisans qui viennent ici. Donc c'est la concurrence par rapport aux études valaisannes. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais moi, par exemple, je vais aussi dans d'autres cantons, mais je plaide dans d'autres cantons, mais on est vu d'un mauvais œil. Tandis qu'en Valais, passer des Valaisans, ils sont, je dirais, personne ne dit rien. Tandis que si vous voulez vous plaider dans un autre canton, je dirais c'est plus difficile. Les juges vous regardent d'un mauvais œil, que vient faire un Cotegno ici, s'il a besoin de ça, etc. Tandis qu'avec ça, le nombre, moi je vois pratiquement un cas sur deux que j'ai, c'est souvent des avocats hors canton qui sont dans les procédures. Ça me fascine. Donc c'est tout du pain qu'on enlève aux avocats d'ici. Il y a une particularité valaisanne par rapport à celle d'autres cantons, c'est la possibilité d'exercer simultanément la profession de notaire et la profession d'avocat. Quelle est votre position à ce sujet? J'ai toujours été pour la séparation. J'ai toujours été pour la séparation, parce que j'ai jamais, même si je fais des actes, mais j'ai jamais demandé comme d'autres, je ne cours pas après les actes exactement. Les gens viennent pour me faire un acte par remerciement. C'est pas comme vous téléphonez à des agents immobiliers, des entrepreneurs. Donc j'ai jamais demandé ça. Moi j'ai toujours travaillé comme avocat, c'est ma profession qui me plaît exactement. Notaire, je pense qu'il faudrait le séparer, mais à la condition, comme c'est un petit canton, que le notaire puisse s'associer avec un avocat. Vous voyez, pour partager les frais. Donc il faudrait qu'il puisse s'associer avec un avocat. L'avocat serait seulement avocat, puis le notaire ce serait seulement notaire, parce que c'est deux professions différentes. Ça veut dire que dans le cadre d'une association, il y a des avocats qui ne pourraient pas plaider et d'autres qui ne pourraient pas instrumenter des actes. Exactement. Donc il y aurait, dans une association, il y aura un qui serait qu'avocat
qui ne serait pas notaire, donc il n'aurait pas de titre de notaire, et puis dans cette association, vous aurez un notaire. Exactement, et ce serait pratiquement comme ça, vous pourrez partager les frais, partager aussi les revenus, hein, exactement, parce que des fois, vous savez ce que c'est, vous faites une PPE, exactement, vous avez des milliers de francs, dizaines de milliers de francs, des fois d'honoraires, tandis que pour gagner ça comme avocat, ça prend des années. Hein. Et puis, avec votre expérience, aujourd'hui, si vous étiez au niveau de la constituante et que vous pourriez décider vous-même d'une mesure, une mesure qui ferait avancer dans le sens de vos constatations l'institution judiciaire, ça serait laquelle? Moi, ce qui serait la seule, je l'ai dit, ce serait donner une compétence au Conseil de la magistrature pour qu'il vérifie pour quelles raisons et qu'il sanctionne, vous entendez, qu'il sanctionne tous les retards. Parce qu'à l'époque, peut-être vous en souvenez plus, hein, mais il y avait, quand il y avait, on ne va pas le nommer, le brave Lugon, hein, le juge cantonal Lugon au tribunal administratif, les recours prenaient des années. Et le Grand Conseil a pris une décision, ça vous en souvenez plus, mais il y a longtemps, hein, peut-être 20-30 ans, hein, a pris une décision en disant tous les recours qui sont tranchés, qui partent du Conseil d'État au tribunal cantonal doivent être tranchés dans les délais de 6 mois. Vous entendez? Facilement, ça prenait des années, parce qu'on savait que Lugon se prenait souvent en ville, hein, exactement, il n'était pas souvent au bureau, dans son bureau, et on a fait une loi, je dirais, presque spéciale pour lui. Donc moi, je pense que ce serait bien, dans les compétences qu'on donnerait au Conseil de la magistrature, donner une compétence, dire pour quelle raison, qui justifie pourquoi, pour quelle raison, alors qu'on met autant de temps pour juger, ça, on doit quand même vérifier. Vous avez des dossiers qui sont là, en général, ils sont bien faits ou pas bien faits, vous n'avez pas besoin de mettre 2 ans ou 3 ans pour trancher. Et ça, il faut le justifier. Alors, je veux bien croire que des fois, vous avez un grand dossier comme l'affaire Savreau ou l'affaire BCV. Là, j'admets qu'on ne va pas trancher ça en 3 mois, en 6 mois. Ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Mais d'autres petits dossiers, etc., c'est pas normal. Et ça, le conseil d'administrature doit avoir cette compétence de vérifier, de demander, de vérifier chaque dossier qui rentre, de dire voilà, pour quelle raison, justifiez-moi pour quelle raison vous avez mis autant de temps pour le trancher. Le procureur général, c'est celui qui définit une politique criminelle, théoriquement. Je ne pense pas que ce soit le cas en Valais, mais théoriquement, est-ce que cette compétence qui lui est dévolue, théoriquement, est-ce que ça ne mériterait pas que le procureur général, peut-être d'autres adjoints, mais en tout cas le procureur général, il puisse être nommé dans le cadre d'une élection populaire? Ben oui, c'est ce que, comme à Genève. Alors là, je suis entièrement d'accord, c'est ce que ça aurait dû être fait. Bien sûr, c'est important, parce que c'est lui qui gère la politique, et ça serait... À Genève, c'est ce qui est fait, hein. C'est ce qui est fait à Genève, exactement. Ça, pour moi, ce serait obligatoire. Donc, puisque vous avez accepté de venir ici, je change totalement de sujet, je ne suis plus du tout dans l'institution judiciaire, mais un tout petit peu quand même. Donc, je n'ai pas en tête votre dernier livre, peut-être le titre exact, c'est quoi? C'est sur la FIFA? La FIFA Gate et la justice suisse. Voilà, la FIFA Gate et la justice suisse. Donc, on reste dans le champ de l'institution judiciaire. Donc, je conseille à tout le monde de lire ce livre, je ne l'ai pas là, mais on a le regard de Maître Alain Cotagnou sur ces liens enfin, assez particuliers, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire rapidement, parce qu'on ne peut pas aborder l'ensemble Peut-être qu'on pourrait faire une discussion que là-dessus, mais votre regard sur ce FIFA Gate. Je résume en un mot. C'est tout à fait le système valaisan qui a été reporté à la Suisse. Parce que vous avez Blatre, vous avez Arnold, le procureur du Haut-Valais, vous avez Infantino, le Haut-Valaisan, vous avez Marty, le Haut-Valaisan, plus un autre procureur, je ne me souviens plus, qui est aussi Haut-Valaisan. Donc vous avez tout le système valaisan qui est reporté dans le système judiciaire suisse. Et le pauvre Lobert, comme Platini, se sont fait piéger par le système valaisan des Hauts-Valaisans, lorsque, je dirais, Platini a reçu, évidemment, ces fameux 2 millions, c'est Blatter qui avait une idée, comme ça se fonctionne ici, on dit celui-là, je vais le piéger. Il a dit, je te donne 2 millions, ça n'avait aucun fondement juridique, il n'y avait aucun fondement juridique de verser 2 millions. Là, pour dire clairement à l'éditeur, là, c'est un point sur lequel on diverge par rapport à Michel Platini. On va dire, pour caricaturer,
que l'index était plutôt pour un acquittement de Platini et vous plutôt pour une condamnation. Voilà, non, pas du tout. Pour assurer, j'étais pour une condamnation de Blatter et puis pas pour un acquittement de Platini parce qu'il a quand même participé, quand on recevait 2 millions, c'est quand même pas, c'est pas 2000 francs. Je l'aurais condamné à des travaux d'intérêt général pendant une année d'entraîner, par exemple, le club des juniors je dirais, de Buffon à la ville. Voilà ce que j'aurais fait comme juge. Mais regardez le système, c'est tout le système au Valaisan. Vous savez, ce qui est choquant, c'est que Arnold, le procureur du Haut-Valais, c'est lui qui a initié les entrevues secrètes, parce que les gens parlent maintenant de ces entrevues, mais s'il n'y avait pas le fameux Pinto des Football Leaks, personne n'aurait su, les gens oublient ça. S'il n'y avait pas eu le fameux Pinto des Football Leaks, qui a été condamné, évidemment, puis grâce à lui, Ronaldo a dû payer beaucoup de millions d'intérêts, exactement, pas d'intérêts, mais des impôts qu'il avait éludés, il a été condamné. Si on n'avait pas eu ce Pinto qui avait découvert ces courriels ou ces entrevues secrètes, personne n'aurait su, vous vous rendez compte? Et c'est choquant. Et ça, c'est choquant. Tout a été organisé par les Hauts-Valaisans. Ce qui est assez incroyable. Et Arnold ce qui est assez incroyable, si nous avions été, vous et moi et d'autres avocats dans la même position, je pense qu'on aurait subi des sanctions de radiation. Mais tout à fait. Incroyable. Et on a accepté, mais ici en Valais, on a accepté qu'il y ait, on va dire, à ce jour en tous les cas, aucune sanction d'aucun type. Il a été réélu par la commission de justice. Voilà, il a été réélu, le Arnold. Alors que le même procureur qui a participé, Laubert, il a démissionné parce qu'il a aussi menti. Et Arnold a tout à fait précis, il y a encore une procédure qui est pendante. Et non, mais il a démissionné quand même. Procédure administrative, Laubert a eu le courage de démissionner. Non, je dis au niveau administratif, je ne parle pas au niveau pénal. Donc au niveau administratif, exactement, parce que non, c'est pas nous qui allons contester la présomption d'innocence, je dirais, comme pour Laubert, comme pour Arnold, mais au niveau administratif, et ça vous l'avez bien écrit dans tout votre FIFA-gate. Non, mais c'est incroyable. J'avais pas prévu que notre entretien allait dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui, au niveau institutionnel judiciaire, m'a sidéré à titre personnel, vraiment. L'avocat de Sepp Blatter, c'est l'avocat de Michael Laubert. Je veux dire, moi, comme ça, intuitivement, et nous deux, on connaît quand même un peu ce qui s'est passé dans ce FIFA-gate. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que les règles déontologiques là ont été respectées? Il y a un conflit d'intérêts évident. D'accord. Et alors qu'on voit, par exemple, des pratiques ici sur des conflits d'intérêts théoriques, comme ils disent, donner lieu à des sanctions qui sont... Donc là, on voit que le droit, en réalité, dans son application, il peut être extraordinairement différent selon qui vous êtes. C'était Ernie, évidemment, qui est un avocat. Alors, naturellement, que je ne vais pas résister à montrer ce livre, toute la presse l'a ignoré, etc. C'est la vérité sur l'affaire Alain Cotaniou. C'est un peu l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à lui pour l'institution judiciaire. C'est un livre que j'ai signé. Et puis j'ose alors vraiment, regardant chacun dans les yeux, proposer aux magistrats et aux avocats, et puis peut-être aux professeurs d'UNI qui s'intéressent à la déontologie, de le lire très attentivement. Et vous saurez comment on peut radier un avocat de manière totalement illicite sur la base d'une construction juridique vraiment incroyable et disons, on va le dire, proprement honteuse. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ce petit livre. Exactement, juste c'est un livre, je dirais, remarquable. Je ne dirais pas que les magistrats, parce qu'ils n'ont rien à faire, mais que tous les étudiants en droit devraient lire avant de commencer les études. Puis s'ils sont convaincus de la justice, ils devraient continuer leurs études. Non, ce qui est choquant là-dedans, peut-être, comme je connais mieux l'affaire, c'est que, je résume en 2 mots, c'est qu'on m'avait condamné pour avoir fait valoir un avis de droit qui n'a jamais existé. Vous vous souvenez, Zuber, le juge, avait dit, voilà, Maître Cotaniou, vous n'avez pas le droit de faire valoir cet avis de droit. C'était Senonfinen qui avait demandé l'interdiction. Puis quelques mois après, j'avais un avis de droit, mais qui ne concernait pas Senonfinen, c'est dans votre chapitre. Et puis il révoque la mesure d'interdiction. Parce que cet avis de droit, je l'ai publié dans un autre livre, La société en faillite. Puis évidemment, les juges, peut-être qu'ils n'ont pas aimé. Et ce qui est grave là-dedans, c'est que les juges du tribunal cantonal, ils savaient, lorsqu'ils m'ont condamné, que la mesure avait été révoquée. Vous entendez? Vous avez un juge. Vous entendez? Vous avez un juge qui sait que la mesure a été révoquée, donc je n'ai pas pu commettre d'infraction pénale, et ils m'ont condamné quand même. Il faut avoir de l'humour dans ce temps. Pour expliquer brièvement aux auditeurs, aux auditeurs ce qui se passe, c'est que
il n'y a jamais eu de condamnation de la part de la chambre de surveillance. Il y a à un moment donné, une juge socialiste, Madame Françoise Balmer, du tribunal cantonal, a décidé de radier Alain Cotagnou de la profession d'avocat. Pour celui qui suit l'évolution pas à pas dans ce chapitre, vous verrez que c'est assez étonnant. Préciser pourquoi Balmer, évidemment, qui était une personne qui n'avait pas de niveau, qu'elle avait été élue de nouveau par les PDC à l'époque, parce que c'était Praplan qui devait être candidat avec Praplan, il était un homme indépendant, des meilleurs juges, puis les PDC, comme j'appelle les tireurs de ficelle, ne voulaient surtout pas un Praplan au tribunal cantonal, ils ont nommé Balmer qui pouvait manipuler. Et moi, je pense, s'ils m'ont condamné, c'est que j'avais dénoncé, si vous ne vous souvenez plus, à l'époque, Joe Pitt, dans une fameuse affaire avec Gaston Barras, où il y avait un juge-arbitre, évidemment, qui avait été, que j'avais dénoncé pour corruption, un juge-arbitre pour corruption passée. J'avais 2 avis de droit, puis on connaissait le montant qui était à 6 chiffres du montant qu'il avait reçu, puis Joe Pitt, évidemment, à l'époque, c'était un refus de suivre. Et puis ça, j'avais dénoncé, il a fait une conférence de presse avec Gaston Barras. Et je pense à cause de ça, qu'ils m'ont non seulement condamné, mais pire encore, c'est qu'ils ont violé le secret de fonction, c'est qu'ils ont donné ça à la presse, alors que le recours était au tribunal fédéral. Non, mais c'est des méthodes, je dirais, comme dirait Dupond-Moretti de Barbouze. Ouais. Puisque les signifiants tribunal fédéral ont été utilisés, je voudrais terminer sur cette question. Est-ce qu'il ne serait pas sage de permettre au tribunal fédéral de statuer dans toutes les causes, de manière complète, mais en opportunité, en sachant que actuellement ce qui se passe, c'est qu'on argumente sur l'absence de motivation, sur l'arbitraire non démontré, etc. Alors, est-ce que ça ne serait pas plus simple pour une démocratie de dire, eh bien, vous êtes capable de statuer sur un certain nombre de dossiers par année, pas plus, et on vous laisse la liberté de choisir ces dossiers. Mais dans ce cas-là, vous allez aller dans les faits, vous allez étudier le dossier, et comme instance suprême, vous le faites. Les autres, vous agissez en opportunité, vous ne prenez pas de frais, c'est-à-dire on ne prend pas chaque fois 2000, 3000 francs, et c'est à chaque justiciable, avec ton avocat, de décider si on porte la cause devant le tribunal fédéral. C'est-à-dire ce que je proposerais, c'est vraiment de permettre que le tribunal fédéral statue en pure opportunité. Est-ce que vous seriez favorable ou non à cette possibilité? À 300%. À 300%. Ouais, 300%. Je dis même, moi je vais plus loin, je dis, comme c'est dans les autres pays, c'est un tribunal de cassation. C'est-à-dire que le tribunal de cassation... Oui, mais il agit actuellement comme tribunal de cassation. Non, pas du tout. Parce qu'un tribunal de cassation, d'abord, il y a seulement certains avocats qui peuvent aller devant ce tribunal. Tout le monde ne peut pas aller devant un tribunal de cassation en France ou en Italie. Hein, c'est d'avoir une certaine compétence. Et puis c'est le tribunal qui choisit s'il accepte la cause, ce que vous appelez en opportunité. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle ça un tribunal de cassation. C'est eux qui choisissent ou pas, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Parce pourquoi actuellement... Mais également sur les faits de la cause. Surtout, c'est lui qui exactement. Et il aurait peut-être, à la place d'en faire 8000 comme il en a maintenant, il en aurait peut-être 500. Voilà. Mais on aurait une bonne justice, parce qu'il faut savoir que maintenant, au tribunal fédéral, c'est les greffiers qui rendent des jugements. Faites le calcul, hein, 8000 jugements par année, 38 juges. Moi, j'ai calculé une fois, ça fait par jour ouvrable, ça fait deux jugements par jour. Donc c'est impossible. Naturellement, alors, vous avez la même opinion s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, elle devrait s'occuper que des cas de principe. Exactement. Et il ne faut pas faire croire aux justiciables qu'ils peuvent porter leur cause devant la Cour européenne. Alors qu'ils mettent 10 ans pour trancher, puis qu'ils condamnent après un État pour déni de justice. Ils ne sont pas crédibles. Ils condamnent un État pour lenteur, en déni de justice, puis eux, ils mettent 10 ans pour trancher. C'est pas sérieux. Et puis alors maintenant, la question que vous connaissiez avant cet entretien, si vous avez 3 livres à proposer avec une petite raison aux auditeurs, ça serait lesquels? Le premier des livres, c'est Camus, La Chute. Hein, c'est l'histoire d'un avocat qui part, qui abandonne sa profession parce qu'il est déçu. Ça, c'est. Alors, je suis très content. Exactement, c'est le livre de référence. Ça, c'est mon livre de chevet. Ça, c'est mon livre de référence également. Je le conseille à tout le monde. La Chute d'Albert Camus, un fantastique petit livre à lire. Bien écrit. Là, vous êtes d'accord, tous les magistrats devraient le lire. Exactement, il est très bien écrit. Exactement, les juges pénitents. C'est pas les juges pénitents. La Chute de Albert Camus. Exactement. Après, le deuxième, ce serait de Stefan Zweig. Ça, c'est ma culture allemande, puis j'ai fait mes études là-bas. C'est Le Monde de hier, qui parle de l'Europe qui est en train de tomber dans la Deuxième Guerre mondiale, qui part au Brésil, après il se suicide. C'est un livre qui est très bien écrit, magnifique. Après, le troisième livre, c'est aussi par rapport à ce que j'apprécie, c'est Tesson, Sylvain Tesson, L'énergie vagabonde. Moi, je fais beaucoup de marche, je marche beaucoup en montagne, et lui, c'est un homme extraordinaire, il écrit très bien, puis il traverse la Russie, les steppes, et c'est un livre, L'énergie vagabonde, qui vous donne beaucoup d'énergie, et c'est un homme remarquable. Je conseille ces 3 livres. Alors, il y en aurait d'autres, mais... Alain Cotagnou, merci pour ce moment. C'est rien, c'est moi qui vous remercie.